C'est avec un grand honneur et un engagement marqué que je prends la parole aujourd'hui à l'ouverture de ces assises sur l'assainissement urbain en République du Congo. Cette rencontre revêt une importance capitale en ce qu'elle s'inscrit dans notre démarche collective visant à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, à protéger notre environnement et à bâtir un avenir où nos vies seront des espaces dignes, salubres et prospères. La question de l'assainissement urbain est d'autant plus préoccupante que selon la Banque mondiale, quelques 3 milliards 500 millions de personnes dans le monde restent privées d'assainissement sûr. Près de 8% de la population mondiale pratique la défécation à l'air libre. En dépit de progrès remarquables, avec l'accès à des toilettes et des latrines pour plus de 2,4 milliards de personnes entre 2000 et 2020, l'objectif pour le développement relatif à l'assainissement était l'un des moins susceptibles d'être atteints. Aujourd'hui, 1,7 milliard de personnes ne disposent toujours pas des services les plus élémentaires. Toujours selon le même rapport, près de la moitié d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne. Pour atteindre la cible des EMD, il aurait fallu élargir l'accès à des services d'assainissement à près de 700 millions de personnes de plus. Au regard de ces données inquiétantes, on peut comprendre à quel point l'assainissement urbain constitue un des défis majeurs de notre temps. Les villes se trouvent aujourd'hui confrontées à des difficultés liées à leur extension anarchique et à une démographie galopante. Les inondations de plus en plus fréquentes du fait des changements climatiques avec leurs pluies diluviennes, les phénomènes d'érosion et de glissement de terrain, ainsi que les dépôts sauvages d'ordures ménagères et la pollution des milieux naturels affectent notre environnement et dégradent chaque jour notre cadre de vie. Nous sommes tous conscients des conséquences dramatiques qu'engendrerait un assainissement inadéquat tant sur le plan de la santé que sur celui de l'environnement. L'accès à des infrastructures d'assainissement de qualité est une priorité de santé publique, de développement économique et de préservation de l'environnement. Face à cette réalité, sur l'invitation de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, mon gouvernement a fait la 10e bataille de son action. Déterminé à apporter une solution appropriée et urgente, le président de la République a décidé de créer tout un département ministériel consacré à l'assainissement urbain et au développement local, faisant ainsi de l'assainissement urbain un pilier important du développement humain, un levier pour la réduction des inégalités et une condition essentielle pour l'amélioration du cadre de vie des populations. La campagne d'afforestation et de reboisement et le planting d'arbres lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République le 6 novembre 2024 obéit, s'il en était besoin encore de le dire, à la même ambition de rendre nos villes plus vertes, plus résilientes et plus attractives. C'est dire la détermination du président de la République.
et la responsabilité qu'incombe au gouvernement d'apporter à cette problématique des réponses immédiates, ambitieuses et coordonnées. C'est ici le lieu de remercier très sincèrement nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, techniques et financiers, pour leur soutien constant. Leur engagement, leur expertise et leurs ressources sont des atouts précieux pour la réalisation de nos ambitions. À titre d'illustration, les projets d'assainissement mis en œuvre avec l'appui de l'Agence de développement concernant les villes de Brazzaville et Pointe-Noire vont démarrer sous peu. Il en est ainsi des travaux relatifs à l'assainissement de Brazzaville. Le président de la République a instruit le gouvernement pour que soit rendu disponible dans un compte séquestre à la Banque centrale la ressource nécessaire à l'indemnisation des expropriés pour la libération des emprises. L'appel d'offres est lancé et le début prévisionnel des travaux est envisagé pour juillet 2025. Demain, s'agissant de la ville de Pointe-Noire, l'analyse du rapport d'appel d'offres attend l'avis de non-objection de l'Agence française de développement et tout est en train d'être mis en œuvre pour boucler le financement en vue d'un démarrage des travaux également en 2025. Le projet Ville résiliente, fruit de la coopération avec l'Union européenne, se poursuit à la grande satisfaction de nos populations. Avec la Banque mondiale, le projet de résilience urbaine offre des perspectives prometteuses pour l'avenir de nos villes après le succès du projet de développement urbain des quartiers précaires en cible turque. Mesdames et messieurs, ces assises ne doivent pas être un simple moment de réflexion. Elles doivent être un point de départ pour des actions concrètes avec des résultats mesurables, car les attentes des populations sont présentes. Espace de dialogue, elle constitue un moment privilégié d'échange d'expériences et d'identification de solutions novatrices qui pourront aboutir à la confection d'une feuille de route concertée pour la mise en œuvre de projets d'assainissement à grande échelle. Elles devront également affiner la réflexion amorcée par le Premier ministre Clément Mwamba, ayant consacré le premier samedi du mois à l'assainissement pour la faire évoluer vers une loi contraignant l'ensemble des forces vives à l'amélioration de notre cadre de vie, proportionnellement au leadership du président de la République qui a placé le Congo au cœur des enjeux politiques mondiaux en raison du combat qu'il mène pour la protection de l'environnement. Enfin, je vous invite, chers participants, à aborder ces travaux avec un esprit d'ouverture, de créativité et d'unité collective. Ensemble, nous avons l'ambition de créer des villes plus propres, plus salubres et plus vivables. Ensemble, nous avons la capacité de construire un avenir où nos villes seront plus résilientes, plus durables et où l'assainissement deviendra un droit fondamental pour tous. C'est sur ces mots que je déclare ouvertes ces assises sur l'assainissement urbain et vous souhaite des échanges fructueux, des réflexions enrichissantes et des résultats à la hauteur des attentes des populations et vous remercie de votre aimable attention. La problématique de l'assainissement urbain est un défi majeur pour le Congo. C'est pour donner une réponse adéquate à cette problématique que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, l'a inscrit dans l'axe 4 de son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche.
Le thème de la présente conférence, assainissement urbain en République du Congo, défis, enjeux et perspectives, nous engage à envisager une transformation profonde et structurée de notre approche de la gestion des déchets et de l'assainissement en y intégrant les réalités locales et les exigences des objectifs de développement durable. Cette conférence marque le début d'une dynamique nationale, d'une forte mobilisation populaire, concertée, en faveur de l'assainissement en République du Congo. Le professeur Théophile Obenga, dans son ouvrage intitulé « Pour le Congo, réflexions et propositions » paru en 2001, souligne l'importance de l'assainissement pour améliorer la santé publique et la qualité de vie des populations. De même, il insiste sur la nécessité d'impliquer les communautés dans les initiatives d'assainissement pour garantir leur succès. Dans la même perspective, et hors de nos frontières, l'académicien et homme politique français Charles-Louis de Freycinet, dans son traité d'assainissement industriel et les principes de l'assainissement des villes, publié en 1870, soulignait la corrélation entre l'amélioration des conditions d'hygiène en milieu urbain et l'état de santé des populations. En somme, la propreté en milieu urbain est un gage pour l'état de santé de la population. Ainsi, la problématique de l'assainissement est étroitement liée à la santé publique. En conjuguant vision stratégique, innovation technologique et engagement communautaire, nous pouvons transformer ces défis en opportunités. Oui, en opportunités pour la santé publique, pour les divers métiers et emplois verts. Ensemble, faisons du Congo un modèle d'assainissement durable, un legs pour les générations futures. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais exprimer ma sincère gratitude au Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Anatole Polini Makosso, dont la présence ce jour aux côtés des participants témoigne clairement de la volonté et du soutien qu'il affiche sans cesse aux enjeux de l'action publique dans le secteur de l'assainissement et de l'amélioration de notre cadre de vie. Je saisis cette occasion pour saluer la forte implication des forces armées congolaises et de la force publique en matière d'assainissement, ainsi que celle des partenaires au développement et des ONG. Par ailleurs, je tiens à préciser que l'assainissement urbain ne peut se faire efficacement sans l'implication des populations, en particulier dans la gestion des infrastructures, des déchets et la sensibilisation aux bonnes pratiques. Nous vivons une époque où nos villes, moteurs de la croissance économique, sont également des lieux où se concentrent les défis les plus pressants en matière d'assainissement. Parmi ces défis clés, nous pouvons citer l'état de nos quartiers et villes, l'état des marchés domaniaux, l'insuffisance des infrastructures adaptées, à savoir le manque de systèmes structurés pour la collecte, le tri et le traitement des déchets, la gestion non contrôlée des déchets qui contribuent à la pollution des sols, de l'eau et de l'air, notamment avec la prolifération des décharges à ciel ouvert. La mobilisation des ressources financières. Pour relever ces défis, nous allons, ensemble, dans une communion patriotique, proposer un plan d'action structuré et ambitieux. Ce plan d'action peut s'articuler autour de la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation à grande échelle, d'une économie circulaire à travers la transformation et la valorisation des déchets
et des objectifs de développement durable ODD, du développement des mécanismes de financement innovants, de la construction des centres de tri et de recyclage, de la promotion des technologies propres telles que la biométhanisation et la pyrolyse des déchets plastiques, de l'amélioration de nos voiries par le pavage de toutes les rues, de la création des villes je répète, de l'amélioration de nos voiries par le pavage de toutes nos rues. De la création des villes intelligentes, zéro déchet. De la poursuite de l'opération de planting à l'image de la Journée nationale de l'arbre. De l'initiation des projets villes et villages propres, arrondissements et quartiers propres, entreprises publiques et privées propres, écoles et universités propres, églises propres, hôpitaux et centres de santé propres, etc. Enfin, avec le concours de tous, le défi de l'assainissement durable, intelligent, est bel et bien à notre portée. Je vous remercie. L'Agence française de développement, le Premier ministre a essayé d'égrener quelques projets que vous avez en commun. Alors dites-nous un peu plus, 150 milliards de francs CFA, je ne sais pas si c'est le cas, et vous pourriez parler à cet auditoire. Oui, merci. Moi, peut-être sur les financements, je voulais vous indiquer quels sont les points d'attention vus d'un bailleur de fonds. On l'a dit, il faut des infrastructures adéquates. Pour avoir des infrastructures adéquates, il faut la réalisation des études. C'est à la fois des études techniques, c'est des études d'impact environnemental, il faut savoir qu'est-ce qu'il doit être construit, mais c'est aussi des études programmatiques. Aujourd'hui, l'impact du changement climatique est particulièrement évident et on peut se retrouver aujourd'hui à dimensionner un collecteur sans penser que peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, les phénomènes climatiques majeurs qu'on observe, ils seront encore plus importants et donc il va falloir pouvoir dimensionner peut-être plus grand, peut-être différemment pour se projeter. Souvent, on entend que les études sont trop coûteuses, qu'elles sont trop longues, mais c'est vrai aussi qu'il faut pouvoir les réaliser et il est important de prendre ce temps-là. C'est le cas dans l'ensemble des projets que nous finançons, mais c'est le cas également sur des études programmatiques. Donc, on avait réalisé avec la mairie de Brazzaville et le ministère de l'Environnement une étude sur les érosions à Brazzaville. Ça, c'est très important parce que ça permet effectivement d'identifier les zones de la ville qui sont particulièrement exposées. Nous venons de lancer ici à Brazzaville avec Monsieur le maire un plan climat territorial, c'est-à-dire comment on programme le développement d'une ville en tenant compte du changement climatique. Donc voilà, très important de pouvoir disposer des études, ce qui va également permettre de dimensionner les financements. Et on les voit, malheureusement, on est face à une situation sur le terrain qui est très évolutive. Une érosion aujourd'hui, elle se présente d'une certaine façon. Demain, après 4 pluies, elle sera complètement différente. Vous avez parlé de la bonne utilisation des ressources. Sans entrer dans les détails, je dirais qu'on aurait pu, avec une meilleure rigueur, un meilleur respect des procédures, faire plus de choses avec DURCAP que ce qu'on a fait. Et du point de vue des bailleurs, c'est extrêmement important parce que nous avons ce devoir d'accountability, de reddition des comptes. Maintenant, au-delà de ça, et pour répondre à la thématique qui nous réunit, je crois que je me réjouis que le FIGA soit là et je pense que sa présentation nous dit beaucoup de choses sur le potentiel qu'un tel instrument peut apporter à la République du Congo, et nous l'avons vu dans d'autres pays. Mais je voudrais, avec votre permission, très rapidement,
présenter quelques exemples de financement qu'on a pu observer dans d'autres pays. Je peux vous accorder 3 minutes alors pour ça. Merci. Nous avons les PPP, je crois que quelqu'un l'a parlé, et j'ai eu le plaisir de partager le déjeuner avec un représentant d'une société privée qui expliquait le modèle de PPP qui a été fait en France et qui est en train d'être reproduit. Ça, c'est une piste à explorer. Mais il y a des financements innovants qui sont en train d'être mis en œuvre dans d'autres pays. Par exemple, vous avez aujourd'hui des financements qui utilisent les retombées, qui utilisent les effets, je ne sais pas comment on le dit en français, les effets des gaz, émissions de gaz, effets de serre, pour les traduire en financement et les mobiliser, en fait, pour le pays. Dans le cas du Congo, comme vous le savez, il y a toute une discussion qui dure depuis des années sur le fonds bleu, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut explorer pour voir comment est-ce qu'on peut tirer des financements à partir d'un mécanisme de ce genre-là. Mettre en place également des mécanismes qui permettent au secteur privé de manière intégrale à gérer en fait l'assainissement sans en faire une affaire du secteur public. Je pense que quelqu'un l'a parlé et il y a des exemples au Rwanda, au Sénégal, dans d'autres pays en Asie qui montrent que c'est possible. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Pour terminer, concernant la Banque mondiale, nous avons tout un département, le département qui est en charge des questions urbaines et rurales. C'est à travers ce département-là que ce projet d'URCAB a été financé. Mais nous avons également la SFI, la Société financière internationale, International Finance Corporation, qui peut directement travailler avec le secteur privé pour explorer ces situations-là. Et AFC, depuis 2 ans, est en train de s'installer au Congo avec une représentation au sein de la Banque mondiale. Voici également une piste qui pourrait être explorée. Et enfin, voir par des mécanismes participatifs, je crois que c'est l'objet du panel, qui est le dernier panel qui va nous réunir, comment également, à travers les communautés locales, on peut mobiliser ces ressources-là. Mais je terminerai vraiment en insistant sur la définition d'une stratégie financière à long terme. Et également, une des choses qu'on oublie quand on parle de financement, surtout du financement public, parce que tout part de là, c'est que la part de l'assainissement qui est dans le budget, qui est alloué dans le budget national, reste extrêmement faible. Parce qu'il compétit avec d'autres besoins qui sont considérés comme des besoins prioritaires. La santé, l'éducation, etc., pour ne citer que ça. Donc, il faut vraiment aussi repartir au niveau des finances publiques, faire le plaidoyer auprès du ministère des Finances publiques pour que l'allocation budgétaire qui se fait chaque année lors des conférences budgétaires pour le secteur de l'assainissement soit, dans la mesure du possible, augmentée. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il faut commencer un peu par la base. En amont, c'est la population locale, c'est en fait le recyclage, faire en sorte que en fait, le coût de ramassage est réduit parce qu'il y a un triage, etc. Et ça, c'est quand même très important, qu'il y a la sensibilisation. Donc, je pense que si on parle de financement, de l'assainissement, il y a cet aspect qui doit être pris en compte, la sensibilisation. Les infrastructures qui coûtent en effet très cher, que c'est quand même important qu'il y ait des infrastructures de base. Il y a aussi tout le coût de l'entretien et de la maintenance qui doit être pris en compte et le fonctionnement, bien sûr. Donc, il y a les salariés, les agents municipaux, etc., qu'il faut budgétiser. Je pense que nous, dans les 2 villes, nous sommes en train d'appuyer ces 2 collectivités aussi à travers un outil de planification urbaine, un plan local d'urbanisme qui devrait clarifier les priorités en matière de l'assainissement, aussi les budgétiser dans le temps sur les 5 ans pour que le budget puisse en effet prioriser et être identifié par rapport aux activités et aux résultats préalablement identifiés. Donc, c'est un peu une notion aussi budget-programme que je pense qu'il est essentiel pour vraiment suivre le progrès et réaliser des choses assez tangibles. Je pense que rapidement, nous sommes en train d'appuyer aussi les 2 collectivités sur la mobilisation des ressources internes, bien sûr. Donc, l'assiette fiscale, de voir comment la collectivité
autorités puissent mobiliser des fonds au niveau local et aussi de réfléchir sur un module de formation en matière de la mobilisation des ressources externes, notamment la coopération décentralisée, par exemple, parce qu'en effet, l'assainissement, c'est quelque chose de mondial. Et j'ai même travaillé dans une commune en Belgique où une grande partie, un grand budget est alloué sur l'assainissement, sur comment trier, etc. Donc, je pense que dans le domaine de l'assainissement, le partage d'expériences, par exemple, à travers la coopération décentralisée, ça peut être bien intéressant, en fait. L'assainissement, c'est d'abord une chaîne de valeur. Si le gouvernement prenait par exemple l'engagement de faire en sorte que tout ce qui peut être fait par le privé, il ne s'en occupe pas. Je prends par exemple la partie pré-collecte des déchets. Est-ce que ce n'est pas possible? Aujourd'hui, ça se fait. J'ai chez moi personnellement un petit qui passe récupérer les ordures 2 fois par semaine et à la fin du mois, je le paye à 2500 francs CFA. Ça se passe presque dans beaucoup de quartiers de Brazzaville. Ce qui veut dire la précollecte, c'est un business à part entière. Donc ça ne sert à rien, par exemple, au niveau du gouvernement, qu'on mette en place un dispositif d'assainissement qui intègre la précollecte parce qu'on peut déjà transférer cette activité à des opérateurs privés. Ça permet donc au gouvernement d'économiser ses ressources pour les réaffecter dans d'autres domaines où on a plus de besoins, où vraiment c'est-à-dire l'appui qui viendrait des pouvoirs publics est vraiment nécessaire. En dehors de ça, il y a d'autres niches qu'on peut prospecter. 2025, c'est une année que nous appelons de tous nos voeux partagés avec le gouvernement de concrétisation. Donc ce matin, les premiers ministres chefs du gouvernement ont annoncé un lancement qu'on espère rapide des travaux à Pointe-Noire. Donc effectivement, il y a une entreprise attributaire qui vient d'être choisie par le ministère des Grands Travaux. Donc on espère que d'ici 2 mois, des travaux démarreront. C'est des travaux assez conséquents dans les centres-villes de Pointe-Noire. Et justement, comme M. le ministre l'a rappelé tout à l'heure, il s'agit de pouvoir remettre de l'or, disons, dans les bassins versants. Donc vous verrez des canaux, des caniveaux qui aujourd'hui sont de 2 mètres, demain, ils seront plutôt de 25, 30, 50, 90 mètres. C'est ça les objectifs. Sur Brazzaville également, la problématique spécifique de la rivière Siémé que nous connaissons, là également, il y a un appel d'offres qui est en cours. Donc nous espérons que le gouvernement pourra sélectionner une entreprise d'ici l'été pour lancer les travaux. Et peut-être ça me permet de rebondir également sur quelque chose que les premiers ministres ont rappelé ce matin. Ce sont les aspects sociaux liés à ces travaux. On sait que la croissance urbaine désordonnée a fait en sorte qu'il y a beaucoup de constructions dans des zones inondables. Mais aujourd'hui, pour dimensionner des infrastructures correctes, il faut libérer ces emprises. Alors, un financement international est associé également à l'application des standards internationaux. Ça veut dire que même si une personne occupe illégalement une zone, mais finalement elle y vit, elle doit pouvoir être accompagnée à s'installer ailleurs. Donc ces conditions de vie doivent pas s'empirer, voire ils doivent s'améliorer. Donc c'est l'occasion pour féliciter à nouveau le gouvernement parce que des efforts considérables ont été faits dans le cadre du projet de la Siémé, dans lesquels 2500 ménages qui sont impactés ont été répertoriés. Je pense que c'est finalisé et un site internet vient d'être lancé en toute transparence pour montrer qui est impacté, pourquoi il sera indemnisé ou comment il sera accompagné. Et ce sont effectivement des ressources significatives qui permettront de faire de la Siémé, que nous connaissons tous aujourd'hui, une petite rivière de quelques mètres de large. Ça sera une rivière de 25 mètres de large avec 2 routes pavées qui permettront également de désenclaver certaines zones. Donc voilà, les perspectives sont là et d'autres viendront dans les dialogues. Merci. On parle les premiers samedis de tout le mois. On veut savoir dans les quartiers, quelle est la dynamique, quel est le mouvement qui se donne dans les quartiers pour qu'on sache réellement si on est tous pour l'assainissement. C'est vrai qu'on l'a défini. L'assainissement, c'est pas seulement curer les caniveaux, ramasser les ordures, mais il y a tout un travail autour, mais allant de façon basique.
de ce qui se passe. Monsieur le maire, monsieur Bernard Batantou, vous êtes le maire de Bakongo. Et le premier samedi du mois, quelle est l'ambiance à Bakongo? Et comment vous récupérez justement de façon citoyenne cette initiative du gouvernement? Vous avez le micro juste à côté de vous. Voilà. Monsieur Arsène Séverin, je voudrais vous remercier pour la question que vous venez de nous poser. À Bakongo, les populations ainsi que nous-mêmes, collectivités locales, nous sommes en harmonie avec la circulaire, celle initiée par le Premier ministre Clément Mamba, paix à son âme, qui appelle nos villes et nos villages à être propres. Et en ce qui concerne l'arrondissement de Bakongo, il y a 2 jours, le 1er février 2025, nous nous sommes réunis au siège de l'arrondissement avec autour de nous les principaux agents municipaux ainsi que nos collaborateurs de la territoriale, c'est-à-dire les chefs de quartier. Est-ce que souvent il y a de l'engouement de la population? Parce que on dit que souvent, et on a suivi les témoignages ici, les commerçants ferment les boutiques, attendent jusqu'à 10 heures et ne reviennent qu'à partir de 10 heures. Est-ce que la population fait la même chose? Est-ce qu'il y a des gens derrière vous? Écoutez, devant le spectacle combien désolant que nous projettent ou nous présentent les commerçants, pas tous, mais de façon majoritaire, les commerçants assistent, spectateurs impuissants. Ils sont dans leur boutique fermée, ils ne font rien, ils attendent de 10h, 10h30 pour ouvrir leur épicerie. Devant cette difficulté à les entraîner dans cette dynamique, nous appuyons sur les associations et nous faisons appel, depuis que je suis à Bakongo, voici bientôt 1 an, je m'appuie sur 2, voire 3 associations qui nous accompagnent dans cette dynamique-là, à telle enseigne que les artères principales, celles que nous ciblons, sont toujours tenues propres. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que, par une pédagogie, je dirais résiliente, c'est-à-dire autant que nous pourrons le faire, continuer à conscientiser les commerçants, et surtout que le ministre venait de nous dire qu'un outil va être mis à notre disposition, et cela en harmonie avec ce que le maire de Windsor a dit. On ne met pas enceinte une femme en la contemplant ou en la regardant. Donc, fort de ce texte, nous pourrions désormais sévir et sanctionner ces frères qui ne veulent pas nous accompagner, alors qu'il y va de la santé de tous les Bas-Congolais et de toutes les Bas-Congolaises. Monsieur le maire, derrière vous, il y a les chefs de quartier et nous avons un ce soir avec nous, donc le chef de quartier 54 de Windsor, monsieur Xavier, qui est avec nous ici. Vous voyez, monsieur le maire dit que généralement vous ne mobilisez pas assez les habitants qui sont autour de vous. Quelle est l'adhésion populaire dans votre quartier 54 qui est peut-être connu comme l'un aussi des plus propres de Brazzaville? Micro, s'il vous plaît. OK. Merci de la question. Mais avant de pouvoir dire ce qui se passe à Windsor, je voudrais faire un aperçu sur l'historique. Parce qu'on peut parler de présent sans passer par ce qui s'est passé hier. À l'époque, dans les villes, les services de voirie étaient bien structurés. C'était dans les années après 1965, les caniveaux étaient curés et le ramassage des ordures était assuré tous les 2 jours et la pulvérisation de toute la ville était bien suivie, ainsi que le service d'hygiène bien assuré dans les quartiers. Dans les bars, un contrôle minutieux était assuré pour empêcher aux jeunes enfants de fréquenter ces lieux. De même, la nuisance sonore était formellement interdite.
Toutes ces interdictions étaient soutenues par des tests réglementaires faisant foi de loi. L'application de ces tests était suivie par la police, la gendarmerie et le service d'hygiène. Dans le cas contraire, les contrevenants étaient passibles d'amende. Mais, de même, il avait été exigé à chaque propriétaire de parcelle de construire des toilettes convenables et de balayer régulièrement les concessions et les environnements au risque de se faire infliger des amendes. En ville, le relais est pris par les chefs de quartier qui sensibilisaient les habitants par des mégaphones. Dans les villages, chaque parcelle était clôturée et maintenue propre. Quant aux habitants qui hébergent des bêtes, la loi leur imposait de les mettre dans un enclos en leur assurant en même temps leur traitement, afin d'éviter les divagations de ces bêtes. Dans les villages, les cantonniers, que certains ne connaissent pas, assuraient régulièrement l'entretien des routes sous le contrôle des chefs de village et des brigades de gendarmerie. Aujourd'hui, que constatons-nous? Dans les villes et villages, il y a une forte agglomération ainsi que l'occupation anarchique des terrains. Face à cette situation, les populations observent passivement à la dégradation de l'assainissement de leur lieu d'habitation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous visons? Pour pallier à cette situation dégradante, l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, de vénérable mémoire, a institué par une note circulaire numéro 12 du 6 octobre 2018 une journée de salubrité le premier samedi du mois, déclarée journée ville et village propre. Cette circulaire demandait que le premier samedi du mois, nos lieux de fonction d'habitation doivent être propres. Malgré cette note circulaire, largement diffusée, les habitants des quartiers, notamment les commerçants, ne répondent pas à cet appel et exercent leurs activités en cachette, bien que leurs boutiques soient censées être fermées jusqu'à 10 heures. Pour expliquer tout ça, avant-hier, le samedi passé, j'ai vu un jeune garçon qui sortait d'une boutique avec un paquet de pain. Je lui dis, mais où tu as pris ces pains-là? Oh non, il faut contourner par derrière. Aujourd'hui, nous constatons un relâchement total des communautés. Face à cette situation, il conviendrait de prendre courageusement des mesures de conscientisation par des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux. Face aux dangers d'insalubrité que nous courons, j'ai dit d'emblée qu'à l'époque, il y avait des tests réglementaires. Il faut maintenant appliquer ces tests réglementaires comme il faut, sans excuse. Monsieur Xavier, vous êtes donc là en train de nous rappeler ce qui s'est passé depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui. C'était des bonnes pratiques, c'est bien de les rappeler. Vous êtes chef de quartier aujourd'hui, vous avez de l'autorité. Qu'est-ce que vous faites pour que ce que vous êtes en train d'admirer dans l'histoire, dans le passé, pour que ça ne soit pas seulement cette femme, ce monsieur qui regarde cette femme sans pouvoir agir? Vous avez le pouvoir local. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, la note circulaire du Premier ministre, c'est la seule voie pour que tout le monde la respecte. Et on doit même prendre une loi pour cette note circulaire. On doit appliquer, demander aux gens de respecter cette note circulaire qui demande aux gens de faire la salubrité dans le quartier, dans sa maison, dans la rue et dans les habitations où nécessité s'impose. Aujourd'hui, sans cette note circulaire, nous sommes incapables d'appliquer. Il faut appliquer cette note circulaire minutieusement et si l'État peut prendre une loi par rapport à cette note circulaire, ça sera une occasion pour nous de l'imposer à tout le monde. D'accord, mais on sait que on n'est pas obligé d'enrôler la population parce qu'il y a une loi. Vous avez certainement le pouvoir de dissuader pour qu'ils viennent. Votre quartier, c'est pas le plus sale de Brazzaville. Comment vous faites? Quelles sont les petites initiatives que vous prenez chez vous pour que les rues soient propres, les parcelles quand même soient assez vivables? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un petit secret que vous ne pouvez partager? Nous sommes en train de conscientiser les jeunes. Or, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler sans argent. Ils vous demandent, on boit où?
Donc, nos moyens sont limités. Nos moyens étant limités, on continue à conscientiser pour dire qu'il faut éviter des maladies. Et l'autre jour, on a essayé un peu de conscientiser les jeunes du quartier avec l'appel d'une ONG qui est venue nous sensibiliser. On a travaillé, mais les jeunes ont dit, s'il n'y a pas d'argent, nous ne venons pas. Il y en a qui sont venus sans argent, mais à la fin, on est obligé de leur donner quelque chose. Mais il faut l'argent pour consolider ces jeunes. Sans argent, ils ne viennent pas. D'accord, monsieur le chef de quartier, on va revenir sur la question de moyens. Major Joël Bikoumou, vous êtes donc l'un des responsables de la confession religieuse Armée du Salut. Vous menez également des activités d'assainissement. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience? Comment ça se passe chez vous? La meilleure méthode pour nous, c'est la pédagogie, la persuasion, parce que tout simplement, nous suivons les orientations données par les autorités locales, parce que souvent, nous sommes appelés à participer aux activités d'assainissement via les mairies où nous sommes représentés. Et ce que nous faisons, c'est mobiliser l'Église pour que nos fidèles puissent accompagner les actions que les autorités locales voudraient que nous puissions mener. Donc, les samedis, par exemple, dans la ville, les chrétiens que nous avons sont des citoyens, ils sont au marché, ils sont dans tous les secteurs d'activité, donc ils participent, mais devant les paroisses, par exemple, ceux qui sont là, les officiers ou les pasteurs et les fidèles s'organisent à mettre la propriété aux alentours. Donc voilà un peu comment est-ce que nous procédons. Mais c'est la pédagogie, c'est la persuasion, parce que tout simplement, je pense que mobiliser les communautés, c'est aussi leur montrer la pertinence de l'assainissement. Parce que aussi longtemps, c'est ce que monsieur le chef de quartier a dit, les jeunes ne veulent pas travailler sans argent. Peut-être parce qu'ils ne mesurent pas les conséquences d'avoir un milieu qui n'est pas assaini. Et peut-être qu'ils ne considèrent pas qu'ils font partie intégrante du problème. Peut-être que pour eux, le problème concerne l'État, peut-être que le problème concerne les autres. Donc je pense qu'il faut emmener les populations, les jeunes comme les vieux. Ce n'est pas seulement les jeunes. Oui. J'étais à Poto-Poto le samedi dernier, et effectivement, le constat est criard pour les commerçants. J'étais vers la station Africa, sur Franceville. Effectivement, les gens ont cessé les activités, mais souvent, ils sont passifs et ils attendent 10 heures pour reprendre leurs activités. Donc je pense qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à la sensibilisation, mais il faut penser à la formation. Il faut que les gens aient la bonne information pour que le changement de paradigme dont parlait le ministre puisse avoir lieu. Au terme des travaux de la conférence d'assainissement urbain en République du Congo, défis, enjeux et perspectives, les participants à la conférence ont formulé les recommandations suivantes. Principalement 17 recommandations. Première recommandation, élaborer une politique nationale d'assainissement. Recommandation 2, encourager le gouvernement à procéder en urgence à la recherche des partenaires pour l'assainissement des villes du Congo. 3, planifier une stratégie urgente de mise en œuvre des différents projets en phase de démarrage. 4, procéder à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'assainissement. 5, sensibiliser et organiser les communautés sur les questions d'assainissement. 6,
Élaborer une cartographie de l'assainissement urbain et rural en République du Congo. 7. Mettre en place un mécanisme de coordination des interventions des partenaires dans le secteur de l'assainissement. 8. Transformer la circulaire numéro 0012/PM-CAB du 6 octobre 2018 du Premier ministre chef du gouvernement instituant chaque premier samedi du mois l'opération Ville, Village et Habitation propre en une loi contraignante. Recommandation 9. Rechercher les financements innovants dans le domaine de l'assainissement. 10. Faciliter l'accès au financement pour les ONG évoluant dans le secteur de l'assainissement. 11. Doter les arrondissements des subventions spéciales d'assainissement pour encourager l'implication communautaire. 12. Instaurer la culture de l'hygiène et de l'assainissement dans les programmes scolaires. 13. Remettre l'instruction civique dans les programmes scolaires. 14. Créer des clubs d'assainissement dans les quartiers au sein des écoles. 15e recommandation. Mettre en place des points de collecte de déchets et d'initiatives locales. 16. Procéder à l'installation des bennes à ordures, facilitant le tri dans chaque quartier. 17. Constituer au sein des communautés des brigades d'assainissement.